Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Présentation générale de la manifestation. Présentation générale de la manifestation. Rennes WAKOTE. Maître de conférence, laboratoire de l'Irénée, Université de Lorraine. Parmi ses engagements pris lors de la campagne présidentielle de 2012, le futur président François Hollande avait annoncé, dans la promesse numéro 54, vouloir engager une nouvelle étape de la décentralisation en associant les élus locaux. Une loi était ainsi censée porter renforcement de la démocratie et des libertés locales, et devait prévoir notamment l'abrogation du conseiller territorial et la clarification des compétences. Aussitôt après son élection, le président de la République a lancé un mouvement de réforme des collectivités territoriales locales, pour dessiner ce qui est communément qualifié, depuis, des actes 3 de la décentralisation. Et incontestablement, les sites internet qui vérifient la concrétisation des engagements présidentiels peuvent relever que la promesse a été tenue, puisqu'elle a été concrétisée par les principaux textes suivants. La loi du 17 mai 2013 portant suppression du conseiller territorial. La loi du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM, renforçant le statut des métropoles créées par la loi du 16 décembre 2010. La loi 16 janvier 2015 portant fusion des régions. La loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle. Et enfin la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite loi NOTRe. La loi NOTRe occupe une place centrale dans cet édifice en concrétisant un nouvel aménagement des compétences des collectivités territoriales. Les multiples annonces présidentielles et gouvernementales l'ont en effet présenté comme le remède adapté au mal dont souffre l'organisation territoriale de la France, incarné par les expressions telles que l'enchevêtrement ou l'émiettement des compétences ou enfin le millefeuille territorial. C'était ainsi ambitionner une clarification des compétences tant annoncée sur la dernière décennie, qu'elle avait fini par faire penser à l'Arlésienne, d'Alphonse Daudet. Clarification des compétences dont il conviendra de s'assurer qu'elle n'a pas été maintenue au rang d'une antienne. Ce premier objectif du projet de loi devant se conjuguer avec le second consistant à faire des régions, au nombre plus réduit, des régions plus fortes et représentant un échelon majeur de cohésion, et auxquelles davantage de responsabilités seront reconnues. Désormais dotées d'une taille européenne, leur permettant de bâtir des stratégies territoriales, les régions françaises seraient en mesure de rivaliser avec les collectivités comparables en Europe et de réaliser des gains d'efficience. La manifestation s'intéresse précisément aux nouvelles compétences régionales, lesquelles inaugurent la loi NOTRe. Intitulée Les nouvelles compétences régionales, quel est-ce renforcement est-ce, quelle est-ce orientation est-ce, la manifestation s'inscrit dans une double perspective. En premier lieu, si la loi NOTRe doit peut être perçue comme la pierre angulaire de l'acte 3 de la décentralisation, il demeure essentiel de cerner le S, orientation S, qu'elle induit au niveau de l'organisation territoriale de la France. Doit-on en déduire un véritable Big Bang territorial ? N'assisterait-on pas à l'émergence d'une nouvelle forme d'organisation territoriale en rupture avec le modèle de décentralisation privilégié jusqu'alors en France ? La question incite ainsi à scruter le modèle hexagonal sous l'angle juridique. Les éléments d'une régionalisation à la française, ne seraient-ils pas en germe ou encore est-ce que le modèle français s'oriente vers des modèles qui prévalent déjà en Europe, sans être pleinement assumés par les gouvernants ? En second lieu, il s'agit de cerner l'effectivité du renforcement des compétences régionales telles que concrétisées par la loi NOTRe. Un leadership régional a-t-il été véritablement mis en place ? En effet, si certains intitulés de la loi adoptée viennent conforter la projection gouvernementale, titre 1er, des régions renforcées, force est de constater que d'autres poursuivent d'autres perspectives, titre 2, des intercommunalités renforcées, sans occulter la persistance de compétences partagées, titre 3, chapitre 4, compétences partagées. Dès lors, convient-il opportunément d'assimiler l'économie de la loi NOTRe à un véritable renforcement des compétences à l'échelon régional ? Ne peut-on pas lire dans le dispositif textuel les germes d'une concurrence que pourraient incarner l'intercommunalité et les métropoles ? Pour tenter de répondre à ces questions, la manifestation est organisée autour de deux axes.
Le premier axe, occupant la matinée et intitulé Perspectives et comparaisons, s'attache aux aspects institutionnels d'une part, et aux aspects comparatifs de la réforme d'autre part. Dans un premier temps, les aspects institutionnels doivent permettre de situer le cadre institutionnel de l'entité régionale. Ce cadre institutionnel est en réalité pluriel. Pluralité qui doit d'abord être précisée au regard du droit interne. Pluralité qui doit ensuite être sondée au regard de l'influence du droit de l'Union européenne qui semble désigner, de manière plus ou moins explicite, voire assumée, la région, au sens du droit interne, comme point d'ancrage local et de visibilité de son action au sein des États membres. Pluralité enfin, si l'on s'intéresse au droit ultramarin, lequel peut être appréhendé comme un laboratoire des réformes territoriales dans l'Hexagone et qu'il convient de projeter sur le cadre régional. 3 contributions sont consacrées à ces aspects institutionnels. Dans un second temps, dès lors que le gouvernement ambitionnait de doter les régions françaises de compétences leur permettant de rivaliser avec leurs homologues en Europe, il importe de s'intéresser aux modèles européens et donc aux aspects comparatifs de la réforme. D'autant plus en réalité, que la France n'offre pas une singularité avec cette réforme, avec cet acte 3 de la décentralisation. Elle s'inscrit dans un mouvement de réforme à l'échelle européenne. Privilégier un cadre purement national pour apprécier l'économie de la loi NOTRe ne serait pas pertinent. Néanmoins, la question demeure, comparaison est-elle raison ? Ce faisant, la comparaison invite à sonder les états objets de la comparaison avec la France ainsi que les perspectives respectives suivies par ceux-ci lors de telles réformes ou, encore, à sonder les perspectives poursuivies par l'Union européenne, laquelle semble fortement encourager ces réformes. La région apparaît ainsi comme l'épicentre de la nouvelle organisation territoriale de la République, ou plus largement, comme l'institution incarnant l'axe majeur de l'organisation territoriale des États en Europe, c'est-à-dire celui à partir duquel s'opère un Big Bang dans l'aménagement territorial des compétences. Mais si tout ceci n'était qu'apparence, si la région n'était pas l'épicentre de la nouvelle organisation territoriale de la République et demeure en réalité en situation de concurrence avec d'autres entités territoriales ou locales, faut-il y voir une simple nuance ou une question de degré dans les réformes en cours ? 3 contributions sont réservées à ce second aspect des débats de la matinée et doivent permettre d'investir le vaste champ des réformes relevées en Europe. Elles permettront de confronter les caractéristiques de la région française à celles de régions instituées dans d'autres États de l'Union européenne. Les modèles italiens, espagnols ou encore ceux du Royaume-Uni et de la Belgique offrent-ils un terreau fertile pour la comparaison avec la situation française ? Par ailleurs, le modèle allemand des Länder, régulièrement mis en avant par le gouvernement et la quasi-majorité de la classe politique, autorise-t-il une comparaison pertinente ? Enfin, si le mouvement d'une régionalisation latente ou encore de fédéralisme à la française peut être relevé au regard de la situation française, dans quelle mesure emprunte-t-il à ces différents modèles des éléments exogènes ou, au contraire, se construit-il selon des critères purement endogènes déjà préexistants en cours d'adaptation ou à adapter ? Le second axe de la manifestation, intitulé L'effectivité du renforcement de la région, et auquel l'après-midi réservé sera l'occasion de s'intéresser à l'aspect matériel de la réforme. Prenant appui sur les débats de la matinée, ce second axe entend proposer une approche critique du renforcement des compétences régionales. Il est structuré autour de 2 ateliers. Dans le cadre du premier atelier, de la clause générale de compétence à la clause d'attribution, les questions suivantes seront privilégiées. Tout d'abord, si le renforcement des compétences régionales s'inscrit dans le passage de la clause générale de compétence à la clause d'attribution des compétences, au-delà de l'affirmation textuelle, quelle réalité juridique recouvre cette transposition ? Il s'agit, à cette occasion, d'approfondir le sens même et la portée de la notion de clause générale de compétence dans la perspective de l'entité régionale. Dans quelle mesure le passage à la clause de compétence attribuée participe-t-il à la clarification des compétences des différents échelons territoriaux ? Ensuite, l'économie de la loi NOTRe, en définissant de nouvelles compétences régionales, concrétise-t-elle le renforcement des compétences annoncées et la clarification du millefeuille territorial projeté ?
Ce questionnement doit être appréhendé en intégrant les mécanismes de délégation de compétences mis en place. Les éventuelles délégations de compétences ne seraient-elles pas un remède pire que le mal tant décrié ? Ne pourrait-elle pas implicitement maintenir un enchevêtrement des compétences ? Ou encore, inaugurer une organisation différenciée d'une région à une autre, voire une régionalisation à la carte. 2 contributions doivent permettre de recueillir les éléments de réponse. Le second atelier, renforcement ou concurrence, est focalisé sur l'aménagement des compétences matérielles régionales à travers 3 compétences principales. La compétence en matière de transport et de mobilité d'une part, la compétence économique d'autre part et enfin, la compétence environnementale. La question consiste alors à savoir si l'aménagement résultant des dispositions textuelles, tout en se livrant à une redistribution des rôles, concrétise un renforcement effectif de la compétence régionale. Par ailleurs, si la compétence régionale devait avoir été véritablement renforcée, se pose de nouveau l'épineuse question de l'appréhension des mécanismes de délégation de compétences dans ces domaines. 3 communications sont prévues dans le cadre de cet atelier. D'autres éléments auraient pu être insérés dans les débats, notamment les moyens financiers de la réforme. Mais il s'agit là d'un vaste chantier que le temps dont nous disposons nous a incités à évacuer. Peut-être serait-ce là une occasion de se retrouver une prochaine fois ? Il s'agit quoi qu'il en soit d'un élément central, puisqu'il demeure l'élément sur lequel se fondent les sites internet qui suivent les engagements de l'ancien candidat François Hollande pour estimer que la promesse numéro 54 n'a été que partiellement tenue. Les débats se tiendront dans ce prestigieux hôtel de région qui accueillait les délibérations du Conseil régional de Lorraine, région désormais insérée dans la grande région dite Grand Est. Prestigieux édifice qui est à l'origine une abbaye consacrée à Saint Clément, commanditée en 1669 par l'abbé François Reynel, nommé par Louis XIV, à l'emplacement d'une chapelle érigée un siècle plus tôt et qu'il importe de présenter quelque peu. Le bâtiment est composé d'un cloître et d'une église conventionnelle. À la Révolution, devenue bien nationale, l'abbaye accueillit le ministère de la guerre avant d'être rachetée par les jésuites en 1855. Elle fit office de collège dès 1857, pouvant accueillir jusqu'à 500 élèves dont Tocqueville et un certain futur maréchal Foch, de 1869 à 1871. Durant la Grande Guerre, les locaux furent transformés en hôpital militaire avant de revenir aux jésuites à la fin des hostilités. Durant la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments firent office de camp de passage pour travailleurs étrangers, puis en un centre de rapatriement des prisonniers, déportés et réfugiés. Si les jésuites récupérèrent le bâtiment à l'issue de la guerre, ils le cédèrent à l'État en 1970 pour s'installer à Montigny-lès-Metz, ville voisine. Le conseil régional y installa l'hôtel de région de la Lorraine, devenu collectivité territoriale en 1982. Bien que la fusion opérée au 1er janvier 2016 eût porté création de la grande région Grand Est et entraîné l'installation de l'hôtel de région à Strasbourg, le lieu sert encore aujourd'hui, ponctuellement, pour certaines délibérations du conseil régional. Comme vous pouvez le noter, cette abbaye a connu de nombreux soubresauts et Big Bang. Le lien est ainsi établi entre un Big Bang architectural, affectation et aménagement, et un Big Bang législatif. Big Bang législatif que traduit la loi NOTRe puisque c'est ainsi que d'aucuns l'ont qualifiée, au regard de l'ambition qu'elle affiche. Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. J'en viens maintenant à l'organisation de ce colloque, lequel a bénéficié de larges investissements aboutissant à une synergie permettant sa tenue. Je tiens à remercier chacun des intervenants qui ont accepté d'y participer, en cette période de rentrée très accaparante. Et d'autant plus, lorsque l'on constate que la majorité d'entre vous a accepté de s'imposer le trajet jusqu'à Metz. Le Graal et l'AFDCL pour la caution scientifique apportée à cette manifestation. La communauté d'agglomération de Metz Métropole et le Conseil régional du Grand Est pour leur soutien financier et logistique. À ce sujet, il me semble que le nom officiel de la région soit encore à Cales, à défaut du décret pris en Conseil État devant officialiser le nouveau nom qui a remporté le suffrage de la population et a été avalisé par l'Assemblée délibérante régionale. Toutefois,
Je note que la région ACAL emploie déjà son futur nouveau logo dans les documents officiels. Il n'y a donc pas lieu de tergiverser plus avant sur le choix à opérer. Je signalerai néanmoins que Philippe Richer, président du Conseil régional Grand Est, n'a pas pu être parmi nous, en raison de la commission permanente qui se tient concomitamment à Strasbourg. Cette absence est d'autant plus regrettable que Philippe Richer est aussi président de l'Association des régions de France, ARF, et sa présence nous aurait permis d'obtenir quelques illustrations concrètes sur la mise en œuvre de la réforme dans le Grand Est. Néanmoins, il a pris soin de se faire représenter par M. Khalifé Khalif, conseiller régional de la majorité. Enfin, s'agissant de la région, je remercie les différentes personnes avec lesquelles j'ai été en contact, en interne, pour l'organisation du colloque en ces lieux. Mes remerciements vont aussi au laboratoire de l'Irénée et en particulier à Madame Ludivine Stark et à Madame Marjorie de Bortoli qui ont géré avec beaucoup d'énergie toute la logistique de ce colloque. Aux collègues, avec lesquels j'ai pu entretenir des échanges très enrichissants pour l'élaboration de cette manifestation. À Monsieur Roger Quézel, ancien président du Conseil économique, social et environnemental régional, Césaire de Lorraine, désormais président de l'Institut de la Grande Région qui nous offrira les propos conclusifs à cette manifestation, dans la perspective des relations transfrontalières nourries par la région Grand Est. Aux présidents respectifs des deux axes figurant au programme, le professeur Michel Fromont et le professeur Karl-Peter Sommermann. Leur mission était des plus délicates. Veiller au bon déroulement des débats et au respect du temps imparti. Je cède maintenant la parole à M. Khalifé Khalif, conseiller régional, représentant de M. Philippe Richer, président du Conseil régional du Grand Est, afin qu'il nous livre, en guise de mot d'accueil, une présentation de la région Grand Est qui nous accueille dans ce prestigieux édifice. Allocution de bienvenue. Khalifé Khalif. Conseiller régional, représentant de M. Philippe Richer, président du Conseil régional Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, ancien ministre. Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à m'exprimer devant vous aujourd'hui, au sujet de la réforme territoriale. Celle qui est entrée en vigueur il y a presque 9 mois et qui nous impose de réviser, de fond en comble, nos organisations aussi bien que nos façons de voir, de faire et de penser. Il ne faut pas sous-estimer la portée de la réforme territoriale. Ce n'est pas un simple redécoupage géographique. C'est un changement d'échelle et de nature, qui nous appelle à nous poser des questions aussi importantes que la territorialisation, la mutualisation des services, la circulation de l'information. À l'évidence, les préoccupations actuelles pourraient être reprises quasiment à l'identique dans nos régions. 1. Présentation de la région Grand Est. La région Grand Est occupe un territoire de 57 000 km², soit 2 fois la Belgique, 5e région française. Région frontalière de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Suisse, dotée de 30 coopérations transfrontalières institutionnelles. Réseau de villes, Eurodistrict, GECT, etc. La région est celle pour laquelle l'impact des investissements internationaux sur l'emploi total est le plus grand, 9 800 emplois concernés entre 2011 et 2013. Elle possède 5 600 000 habitants, soit la population du Danemark ou de la Finlande. 5e région française, avec une densité de 96,5 hab km puissance 2, cependant sous la moyenne métropolitaine, 117 hab km puissance 2, et 2,6 millions d'actifs de 15 à 64 ans. Sont recensés 160 000 travailleurs frontaliers, soit 6,1% des actifs de la nouvelle région et première région française en la matière, puisqu'elle représente 45% des travailleurs frontaliers français. À formation-recherche. La région est désormais dotée de 5 universités, de 17 IUT, de 35 écoles d'ingénieurs, de 4 grandes écoles de commerce et 7 écoles d'art et d'architecture, sans oublier les classes préparatoires et les BTS, totalisant 189 000 étudiants, 5e des 13 régions. Les dépenses de R&D représentent 1,950 milliards d'euros, soit 1,3% du PIB de la région ACAL, contre 1,9% en France hors Île-de-France. C'est en Alsace qu'elles sont le plus importantes parmi les 3 anciennes régions. Cependant, les dépenses privées de R&D progressent très faiblement dans la région ACAL.
La recherche publique apparaît comme un atout important de la région. Le potentiel a été valorisé par 1,136 milliard d'euros sur 72 projets dans les investissements d'avenir, plaçant la CAL au 5e rang des régions. La région ACAL compte 6 pôles de compétitivité regroupant près de 800 entreprises. Les principaux outils au service du transfert de technologies, clusters, laboratoires d'excellence, instituts de recherche technologique, CATech, etc., font ressortir les atouts stratégiques de la région ACAL dans les secteurs suivants: chimie matériaux, énergie, technologie de la santé, éco-industrie. B. Richesse. Le PIB habitant est de 23 600 euros, 8e rang, et le PIB emploi de 69 200 euros, 4e rang. Avec un PIB de 146 milliards d'euros, soit 7,2% du PIB métropolitain, la région Grand Est représente le 5e PIB le plus important des 13 régions. Mais sa contribution à la richesse nationale est en baisse depuis 2000, le PIB étant en recul de 5% entre 2007 et 2013, deuxième région. La région ACAL pèse pour près de 14% des exportations nationales. Le taux de pauvreté est supérieur au niveau national pour 8 départements sur 10, dépassant les 40% dans le département des Ardennes qui figure au 3e rang national. C. Emploi. La région Grand Est regroupe 2,1 millions d'emplois, soit 8% de l'emploi total français, avec un recul de l'emploi total de 4,2% entre 2007 et 2013. Première région, 68 965 emplois industriels détruits depuis 2007 et 448 100 demandeurs des apostrophes. Emplois sur les 5,3 millions au niveau national, plus 74% depuis 2007. D. Économie, spécialisation. Agriculture. La production agricole représente 3,7% de la valeur ajoutée régionale, double de la moyenne nationale. La Champagne-Ardenne totalise 63% de la valeur ajoutée, va agricole de la région avec 49 000 exploitations agricoles, dont 25 000 rien qu'en Champagne-Ardenne. Industrie. L'industrie produit 19,4% de la valeur ajoutée, soit bien plus qu'à l'échelle nationale, 14%, avec une forte présence de certaines branches de l'industrie manufacturière, machines, équipements, métallurgie, bois, plasturgie. Entre 2000 et 2012, la part régionale de la VA industrielle a diminué de 4,9 points en ACAL et de 4,6 points en France. Services. Les services, notamment les services aux entreprises, sont moins représentés en ACAL. En 2012, le secteur tertiaire produit 71% de la valeur ajoutée, soit 8 points de moins qu'au niveau national. Au cours de la période 2000 à 2012, son rythme de croissance, plus 2,5% l'an, est inférieur à celui de la métropole, plus 3,3%. Exportation. En 2014, la région ACAL a présenté un excédent commercial de 2,8 milliards d'euros, troisième région sur les 13 futures régions. La région exporte pour près de 58 milliards d'euros de biens chaque année. L'Alsace, la Marne et la Moselle sont les locomotives de ces exportations, deuxième région. 2. La réforme opérée par la loi NOTRe. Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République NOTRe confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. Il s'agit du troisième volet de la réforme des territoires, après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, MAPTAM, et la loi relative à la délimitation des régions. L'objectif de cette réforme vise essentiellement la baisse des dépenses publiques et une meilleure prise en compte des besoins citoyens. De quoi s'agit-il ? Les métropoles. Ce premier volet a déjà été ouvert en janvier 2014 avec la loi dite de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. La création d'un nouveau statut pour ces dernières amorcera une vraie clarification de l'exercice des compétences au niveau local. La nouvelle carte des régions. Le deuxième volet de la réforme territoriale vise à réduire le nombre de régions de 22 à 13. La nouvelle organisation territoriale de la République NOTRe.
La clause de compétence générale est supprimée pour les départements et les régions. Ces deux échelons n'ont donc plus le droit d'intervenir sur tous les sujets. Cela permet de clarifier qui fait quoi, d'harmoniser les politiques publiques entre les différents échelons, et d'éviter des dépenses inutiles, lorsque plusieurs niveaux de collectivité se concurrencent sur un même domaine d'action. Par contre, les communes, échelons de base de la République, sont confortées et demeurent l'unique échelon de collectivité à disposer de la clause de compétence générale, qui lui permettra de répondre à tous les besoins du quotidien des citoyens. Cet échelon est également renforcé par de nouveaux outils, encourageant les regroupements de communes. Les départements sont centrés sur la solidarité sociale avec la réaffirmation de la compétence de prévention et de prise en charge des situations de fragilité, du développement social, de l'accueil des jeunes enfants et de l'autonomie des personnes. Ils seront également centrés sur la solidarité territoriale pour accompagner les communes et les intercommunalités dans des domaines techniques pour lesquels elles ne disposent pas de moyens, aménagement, logement, etc. Quant à l'avenir des conseils départementaux, 3 solutions seront possibles pour s'adapter aux situations existantes. Dans les départements dotés d'une métropole, comme Lyon par exemple, la fusion des deux structures pourra être retenue. Lorsque le département compte des intercommunalités fortes, les compétences départementales pourront être assumées par une fédération d'intercommunalités. Enfin, dans les départements, notamment ruraux, où les communautés de communes n'atteignent pas la masse critique, le conseil départemental sera maintenu avec des compétences clarifiées. Mais quelles sont les compétences ? Les régions seront renforcées et auront des compétences exclusives dans plusieurs domaines. Développement économique. Elles sont en charge de l'élaboration d'un schéma régional en matière de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, d'aide à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, SRDEI. Ce schéma définit également les orientations en matière d'attractivité du territoire régional et de développement de l'économie solidaire. La région est seule compétente pour définir les aides en faveur de la création ou de l'extension d'activités économiques ou des entreprises en difficulté. Elle anime également les pôles de compétitivité. Le texte prévoit une compétence exclusive des régions sur les aides aux entreprises, la fin des interventions économiques en propre des départements dès le 31 décembre 2015, ainsi qu'une définition par la région, en collaboration avec les EPCI et métropoles, des orientations régionales sur toutes les dimensions du développement économique. Les régions regrettent cependant la dérogation accordée aux métropoles leur permettant en cas de désaccord avec la région, de définir leurs propres documents d'orientation, en cours de réalisation. Gestion des programmes européens FEDER, FEADER et une partie du FSE. Les régions disposent de l'autorité de gestion des fonds européens depuis 2014 dans le cadre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Formation professionnelle, apprentissage et alternance. Depuis le 1er janvier 2015, la région est compétente dans la mise en œuvre des actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage, ce qui inclut l'insertion des jeunes en difficulté et les formations en alternance. Lycée. La région s'occupe de la construction, l'entretien et le fonctionnement des lycées d'enseignement général et agricole. Aménagement du territoire et environnement. En élaborant un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, SRADDET, la région doit fixer les objectifs en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace et d'intermodalité et de développement des transports. Des objectifs de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air et de biodiversité sont également fixés. Elle est également en charge de l'élaboration du plan régional de prévention et la gestion des déchets. Transport. Les régions piloteront toutes les politiques en matière de transport TER et transports interurbains ainsi que la voirie. S'agissant du transport scolaire, la compétence des départements sera transférée à partir du 1er septembre 2017.
Des délégations de compétences sont néanmoins possibles. Les gares publiques routières du département, hors Île-de-France et Métropole de Lyon, seront transférées à la région au 1er janvier 2017. Concernant les aérodromes, le transfert est de droit pour certains aérodromes relevant de la compétence, dès lors qu'une collectivité territoriale intéressée ou un groupement de collectivités territoriales intéressées en a fait la demande. Concernant les ports, 272 ports dont l'autorité portuaire et le département sont concernés par le transfert qui devra être effectif au plus tard au 1er janvier 2017. Les régions ont également des compétences partagées avec les départements. Dans les domaines du tourisme, la région est désignée chef de file pour le tourisme, de la culture, du sport, de la promotion des langues régionales, de l'éducation populaire et dans la lutte contre la fracture numérique et aménagement numérique. C'est quelques regrets néanmoins pour les régions. L'ensemble de la compétence tourisme n'a toujours pas pu être clarifié entre régions, départements et intercommunalités, alors que c'est le secteur où le millefeuille territorial et les doublons sont les plus criants. Les compétences en matière d'environnement n'ont pas été totalement clarifiées, puisque les départements conservent la compétence espace naturel sensible, qui aurait dû logiquement être transférée aux régions. La clarification en matière d'accompagnement des PME n'est pas achevée vis-à-vis de l'État puisque les moyens financiers et humains ne sont pas transférés aux régions. La possibilité de transfert aux régions des lignes ferroviaires fret à faible trafic n'est pas accompagnée de transfert de moyens. Dès le premier bilan à 8 mois. Notre méthode en grand test telle que définie par Philippe Richer et l'exécutif repose sur une capacité à s'organiser aujourd'hui en vue de la réussite de demain. Un exemple est celui des lycées. Aujourd'hui, la région Grand Est, c'est plus de 350 établissements, 5000 agents techniques territoriaux, près de 3000 bâtiments pour un total de plus de 5 millions de mètres carrés au sol. On peut très bien, puisque tout est permis, ne pas réfléchir à l'organisation et tout piloter depuis le siège de la région. Dans ce cas, on court le risque de réinventer à l'échelle régionale une forme de centralisme que nous critiquons par ailleurs. On court surtout le risque de perdre en réactivité et en efficacité. Or, la décentralisation ne trouve de véritable justification que par sa capacité à être pleinement en phase avec ses territoires et à agir efficacement en leur faveur. Lorsqu'un chef d'établissement a besoin de la région, pour une urgence, une question de ressources humaines ou de bâtiments, il a besoin d'une réponse quasi immédiate. Il a besoin d'un interlocuteur qu'il connaisse, avec lequel il a l'habitude de travailler et de régler les problèmes auxquels il est confronté. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour la territorialisation de nos services, avec l'exécutif et la direction générale des services à Strasbourg. Une administration présente et maintenue à Châlons-en-Champagne et ici à Metz. Et parce que nous croyons que l'efficacité de la puissance publique est renforcée par la proximité, nous allons déployer des agences territoriales, qui seront dotées de pouvoirs de décision et qui auront à s'occuper, par exemple, d'une vingtaine d'établissements. Cela vaut pour les lycées comme pour les autres domaines. En nous organisant de la sorte, nous rapprochons la région de ses partenaires, de ses territoires et de ses habitants. Nous en faisons une collectivité proche, souple, réactive. Une collectivité avec laquelle on peut travailler en confiance, anticiper les besoins, monter des projets, adapter aux réalités de chaque établissement les politiques publiques régionales. Mais si nous voulons réussir la réforme territoriale, c'est-à-dire la modernisation de notre pays, ce beau mot de confiance doit présider également aux nouvelles relations que l'État et les régions veulent établir entre eux. C'est en soi une véritable réforme. Un changement d'autant plus radical qu'il touche aux mentalités et aux habitudes. En France, la règle est depuis longtemps connue. La majorité gouverne, l'opposition s'oppose et chacun prend la pause sans jamais imaginer une seconde qu'un accord soit possible et que l'on puisse considérer qu'il existe, au-delà des postures partisanes, un sens de l'intérêt général qui leur est supérieur. La réforme est donc nécessaire. En France, elle est difficile. Mais si nous voulons porter la réforme, il n'existe pas d'autre solution que de changer nos façons de procéder. C'est ce qu'ont entrepris le Premier ministre et Philippe Richer, en signant une plateforme d'engagement réciproque pour recréer sur de nouvelles bases les relations entre l'État et les régions.
C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Certes, nous ne passons pas des ténèbres à la lumière. Parce que l'État et les régions parviennent depuis des décennies à avancer ensemble, sur un certain nombre de sujets. 9 mois après la mise en place des nouvelles régions, celles-ci étaient en ordre de marche pour cette rentrée. Elles ont réussi la rentrée des lycéens dans des conditions de sécurité optimales. Elles promeuvent l'apprentissage, voie privilégiée d'accès à un emploi durable. Elles assurent la montée en puissance des actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi. Elles améliorent la desserte ferroviaire et routière de leur territoire, soutiennent l'innovation et l'internationalisation des PME et des ETI. Les régions ont fait depuis longtemps le choix de l'action plutôt que celui de l'administration. 68% de leurs dépenses de fonctionnement sont réinjectées dans le circuit économique. 39% de leur budget est consacré à l'investissement et au développement durable des territoires. Les régions sont aussi mobilisées pour assurer la réussite de la réforme territoriale. Aujourd'hui, la question du modèle économique et financier des régions reste en revanche à traiter. Les régions dépendent excessivement des dotations de l'État et disposent de ressources peu dynamiques. Dans le cadre du renforcement de leurs compétences en matière d'accompagnement des PME et des ETI définies dans la loi NOTRe, la question de l'attribution d'une ressource pérenne à hauteur d'au moins 600 millions d'euros doit être traitée dans le projet de loi de finances 2017, sans création d'un impôt nouveau sur les territoires. Comme elles l'ont démontré en pilotant la mise en œuvre du plan 500 000 formations supplémentaires pour les demandeurs d'emploi et lutter ainsi contre le chômage de masse, les régions se mobilisent pour préserver notre modèle social. Dès lors qu'on leur donne les moyens financiers et juridiques, elles sont prêtes à aller plus loin, le cas échéant sous forme expérimentale, pour accompagner le redressement économique et social de notre pays. La poursuite de la décentralisation est aujourd'hui et demain un enjeu essentiel pour la France. Les régions seront au rendez-vous. Je vous remercie. Axe 1, la région, perspective et comparaison. Sous la présidence de Michel Fromont. Professeur de droit public émérite, École de droit de la Sorbonne. Atelier 1, aspects institutionnels. Évolution et permanence du cadre institutionnel de la région en France depuis 2010. Mathieu Dohat. Professeur de droit public, Centre de droit économique et du développement EA, Université de Perpignan. Il y a entre l'action régionale et la forme institutionnelle de cette collectivité locale, une situation paradoxale. Il est certain que la région, depuis la loi du 2 mars 1982, a bénéficié par touches législatives successives d'un ensemble considérable de compétences aujourd'hui stratégiques. Sans cesse renouvelées et modifiées, les compétences des collectivités locales constituent, à l'instar de la tapisserie de Pénélope, un ouvrage toujours sur le métier. Ainsi, le rideau de ce qu'on appelle improprement l'acte 3 de la décentralisation, vient-il de tomber que déjà de nouvelles réformes sont envisagées. À l'encontre de cette évolution, la forme institutionnelle de la région est restée beaucoup plus stable. Il y a donc autant de continuité que d'évolution profonde. En devenant avec la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 une collectivité locale protégée constitutionnellement, la région changeait de statut, elle n'avait pas pour autant changé son fonctionnement institutionnel. La réforme régionale, issue des lois du 16 janvier et 7 août 2015, s'inscrit dans cette continuité. Il s'agit de faire de la région un échelon territorial de premier plan. Et si la loi du 13 août 2004 n'était pas arrivée à opérer cette mutation, celle de 2015 devait franchir un cap décisif. À chaque nouveau texte, une avancée déterminante de la décentralisation est annoncée. Il est certain que les régions ont connu visiblement une transformation profonde. La nouvelle carte des régions traduit bien cette nouvelle représentation des territoires. En passant de 22 à 13 territoires, ou de 27 à 18 si nous comptons les territoires d'outre-mer, c'est pour beaucoup une évolution profonde, une rupture, une étape indiscutable de l'organisation administrative de la France. Cette réforme est relativement une surprise. Non seulement elle ne figurait pas au programme du candidat à l'élection présidentielle, François Hollande, mais surtout, on attendait une réforme sur le département,
collectivité qui faisait l'objet de critiques récurrentes depuis le rapport Attali ou encore le rapport issu du comité présidé par Édouard Balladur. Le législateur, dans la loi du 16 décembre 2010, avait amorcé dans ce sens une étape, en opérant un rapprochement entre les régions et les départements avec la création d'un conseiller bicéphale, mais il s'était gardé de toucher directement à la carte des territoires. Ce renversement de perspective et cette réévaluation des positions montrent que l'enjeu territorial s'est sensiblement déplacé. Le législateur s'est saisi de cette réforme de 2015, moins pour relancer la décentralisation que pour mettre en place un nouveau quadrillage de l'espace, afin d'améliorer le fonctionnement du système administratif. Il s'agit donc moins d'un troisième acte de la décentralisation qu'un énième épisode du feuilleton sur la réforme de l'État. Nous savons que le processus de redécoupage a été laborieux, même s'il s'est déroulé dans un temps assez rapide de 6 mois. Après 5 brouillons de cartes et une guerre de tranchées du Sénat contre le premier projet, le texte a pu être finalement adopté au début de l'année 2015, donnant une nouvelle représentation de l'espace. Nous émettons l'hypothèse que cette nouvelle représentation n'est pas un simple changement d'échelle, mais une nouvelle cartographie du pouvoir. Comme l'a montré d'une manière générale Louis Marin, représentation et pouvoir sont de même nature. On ne peut donc toucher à la manière dont on dessine sur une carte les territoires, sans modifier les rapports de force, de contrainte et de domination. Sur ce terrain du pouvoir, l'évolution de l'institution régionale est difficile à identifier clairement. En étudiant la région, on constate surtout une série d'impuissances et de difficultés comme une conséquence des choix premiers que l'État français a opérés, à savoir qu'il est avant tout un État unique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.